Accepter le multiculturalisme, c'est accepter quelque chose de très très difficile, justement, c'est qu'il y a des choses que moi je vais trouver inacceptables à partir de ma culture, que d'autres gens, alors que ce soit au l'autre bout du monde ou dans l'appartement à côté de chez moi, vont trouver ça acceptable ou à défendre, et qu'il faut qu'on cohabite. D'abord, je crois que, avant de la défendre, enfin il faut la défendre, là, merci pour la question parce qu'elle est juste, mais il faut déjà l'accepter. Et que là, il y a une étape qui, en France, pour parfois de bonnes raisons, n'est pas encore faite, c'est d'accepter le fait que toutes les sociétés à la surface de la planète Terre, c'est non seulement une cohabitation où on est dans des silos et puis on a des zones mitoyennes et puis chacun est chez soi, non, ça bouge. Les humains, ça a toujours bougé sur la planète, les humains et d'ailleurs les autres animaux, ça va continuer à bouger. On a mis en place des interdépendances, des flux, des choses comme ça qui ne sont pas éternelles, qui vont peut-être se rétracter avec les problèmes énergétiques et autres, n'empêche que ça circule et que viser une société où on serait tous américanisés, hollywoodianisés, standardisés, etc., pour moi c'est absolument, ou francisés d'ailleurs, républicanisés, ça je m'en fous, que de toute façon ça c'est absolument pas quelque chose de désirable et surtout de pas possible. Bon. Donc, accepter le multiculturalisme, c'est accepter quelque chose de très très difficile, justement, c'est qu'il y a des choses que moi je vais trouver inacceptables à partir de ma culture, que d'autres gens, alors que ce soit au l'autre bout du monde ou dans l'appartement à côté de chez moi, vont trouver ça acceptable ou à défendre, et qu'il faut qu'on cohabite. Et ça, je crois que c'est un fait. Pour moi, le multiculturalisme, c'est ça. Et ça n'a pas de solution, il ne faut pas se leurrer, ça n'a pas de solution. La façon de vivre avec ça ou de faire avec ça, c'est justement de se dire on doit cohabiter. Donc il y a certaines choses que vous faites chez vous, que moi je fais chez moi, qui peuvent cohabiter sans forcément que ça casse les murs ou que ça fasse exploser la maison. Il y a d'autres choses que vous faites chez vous qui ne font pas exploser la maison, mais que je trouve vraiment insoutenables, pas parce que ça me gêne moi, mais parce que ce que vous avez l'air de vous faire vous-même, et discutons. Et là, en fin de compte, ça ne sera pas à moi de vous apprendre à vivre, mais au moins discutons, y compris essayons de discuter de vos hiérarchies et de nos hiérarchies, parce que de nouveau, à partir du moment où on cohabite dans la même maison, eh ben, ces choses-là, elles nous affectent tous les uns les autres. Donc, le multiculturalisme, c'est d'abord quelque chose qu'il faut accepter, et après, ou peut-être avant, je ne sais pas, mais oui, c'est quelque chose à défendre. Parce que justement, c'est une sorte d'extériorité à nos façons de voir le monde qui sont pour moi une condition de la pensée. Qu'est-ce que c'est que grandir ou se développer ou développer une intelligence, que ce soit individuelle ou collective? C'est qu'on a fait un certain nombre d'expériences, on a reçu un certain nombre de principes, d'éducation, de vocabulaire, d'histoire, etc. Puis on vit avec ça. Et tant qu'on survit, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine adaptation entre ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on dit et le monde dans lequel on vit. Et en même temps, on se rend compte, je pense tous, qu'il y a certaines choses auxquelles on est aveugle. Voilà, parce que soit on ne les a jamais regardées d'un certain point de vue, soit on ne les regarde pas, etc. Et que les moments d'apprentissage ou les moments de développement intellectuel, esthétique, sensible, etc., c'est justement des moments où on se trouve regarder quelque chose par la perspective qui n'était pas la nôtre au début, et cette autre perspective nous fait apercevoir une autre face de la réalité. C'est la même réalité, mais vue sous différentes faces. Et il se trouve que des fois, la même réalité vue sous différentes faces, elle montre des choses qui ont l'air contradictoires. Ça dépend de la perspective. Donc, de développer un multiperspectivisme, c'est un mot un petit peu ambitieux, mais c'est ça qui me semble vraiment intéressant. Le développement du multiperspectivisme, c'est une condition non seulement de pacification dans le multiculturalisme, mais c'est une condition d'émancipation intellectuelle, en commençant par s'émanciper de soi-même, y compris des œillères de sa tradition. Le multiculturalisme, c'est une condition de vie qui est liée au multiperspectivisme comme une condition de développement de la pensée, et en ce sens, il faut les développer
pour ne pas arriver à la guerre des mondes, ce que Sonny Labutanzi, le grand écrivain congolais, appelait la guerre des mondes. Il nous disait, on est dans un moment, il écrivait ça en 95, ou 90, on est dans un moment où on a le choix entre la solidarité planétaire ou la guerre des mondes, la guerre des nantis contre les autres, la guerre des blancs contre les pas blancs. Et je crois que depuis 90, on est toujours dans ceci, que ça s'approfondit et que ça continue, donc multiculturalisme comme alternative à la guerre des mondes. Ce qui s'est passé dans je sais pas, à peu près 2 ans avec les histoires de wokisme, d'islamo-gauchisme, il me semble que c'est un exemple de ceci. Et de nouveau, on peut l'analyser de plein de points de vue différents, mais qu'il y a une partie de la culture française et des populations françaises qui se sentent menacées par différentes choses, que ce soit ce qu'on appelle la globalisation, à savoir des transformations économiques qui font que la production de richesses part un petit peu, là ça serait du côté de l'Est et de la Chine, que ça soit des problématiques d'environnement qui font que le prix de l'énergie, on sait que ça va monter et on sait qu'il y a des gens qui sont plus exposés à cette augmentation du prix de l'énergie que d'autres, et que donc c'est souvent soit des catégories objectivement pauvres, soit des catégories qui ne sont pas du tout objectivement pauvres, qui font partie de la bourgeoisie, etc., mais qui ont peur que leur privilège, en quelque sorte, soit menacé, qui ont besoin de chercher une cause à leur crainte et à leur perte de pouvoir, soit réelle, soit fantasmée, et que de décréter des sortes d'ennemis internes, qui peuvent être des ennemis internes véritablement menaçants, comme ce qu'on a appelé terrorisme, mais véritablement menaçant à une échelle quand même très petite. Enfin, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt d'une action violente, c'est forcément une personne de trop, mais par rapport à ce qui est déjà aux victimes actuelles du dérèglement climatique, de la pollution, de toute une série de choses, les victimes du terrorisme sont très 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 petites, et on monte ceci en épingle pour se trouver des ennemis en quelque sorte internes, et qu'on appelle ça islamo-gauchisme, qu'on dise que c'est des sortes de féministes extrémistes ou des gens qui ont des revendications de genre, trans ou autres, qui sont en train de corrompre l'ordre naturel de la famille, qui est quand même souvent l'ordre non naturel du patriarcat. On voit que dans tous les cas, on ne peut pas éliminer les guerres culturelles en disant c'est que du foin, on nous distrait de la véritable chose qui est la lutte des classes. Oui, c'est vrai que ça nous distrait d'autres problèmes peut-être fondamentaux dont on ne parle pas forcément beaucoup, pas beaucoup aux États-Unis, en France on en parle un petit peu plus comme la lutte des classes, mais ce sont des vrais problèmes réels qui sont simplement, enfin pas simplement parce que c'est complexe, mais qui se trouvent utilisés de façon parfois assez virtuose pour coaguler des points de débat sur des questions que alors, certains agents culturels maîtrisent mieux que d'autres et qui permettent de garder les pouvoirs en place. Et donc là, pour moi, une des frustrations, c'est que, alors c'est toujours facile de dire la droite, la gauche, et c'est toujours un petit peu simpliste, mais dans l'histoire longue où moi je pense aux États-Unis des années 80 jusqu'à la France d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a vraiment une continuité d'agendas idéologiques que j'appellerais simplement réactionnaires, qui ont acquis une virtuosité, enfin une capacité d'agir là-dedans, qui est souvent liée au flux financier, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a, enfin, le négationnisme climatique a été largement financé, et des gens qui sont millionnaires qui ont beaucoup d'intérêt à continuer à faire ça, donc il y a beaucoup d'argent, beaucoup plus que dans les mouvements de gauche, mais il y a aussi, et là je crois qu'on l'a peut-être mal mesuré, du côté de l'extrême droite, parce que suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême droite a quand même subi une certaine censure, que la gauche subissait peu ou moins, il y a eu des habitudes de diffusion d'informations et de viralité du côté de l'extrême droite qui se sont très très vite appropriées des stratégies comme ce qui se passe sur Internet, sur les plateformes, et que là il y a 5-10 ans d'avance dans l'activisme d'extrême droite par rapport à ce que l'activisme écologique ou de gauche peut faire. Et ça je crois que ça fait partie un petit peu du moment actuel, qui à mon avis n'est pas forcément destiné à durer, mais dans le moment actuel on voit que ces guerres culturelles,
elles sont, ou elles ont été en tout cas, appropriées largement par des milieux soit d'extrême droite, soit simplement instrumentalisées par des milieux conservateurs avec beaucoup d'argent. Mais j'espère que, voilà, j'espère, je ne sais pas, mais j'espère que ça peut changer, et il me semble qu'en particulier l'activisme de Extinction Rebellion et d'autres mouvements comme ça sont en train d'acquérir aussi une certaine capacité d'agir qui manquait, à mon avis, du côté de la gauche. Faire avec, ça peut d'abord s'entendre comme on ne fait pas tout seul, on n'agit pas tout seul, on a besoin des autres, donc il faut se poser des questions de collaboration, coopération, coalition, même avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord, parce que le défi actuel, c'est de cohabiter entre culture humaine et entre humains et non humains, et formes de vie non humaines, sur cette planète. Donc faire avec, premier sens, comme ça. Maintenant, deuxième sens de faire avec, on dit souvent, on peut pas, voilà, il faut faire avec au sens c'est une sorte de fatalité, on peut rêver d'un monde où tout va bien, mais en fait il y a des choses qui sont pas très glorieuses ou pas très agréables, et puis il faut faire avec au sens où il faut l'accepter. Et là, ça serait peut-être faire avec moins, à savoir les questions de sobriété, toute une série de questions sur le fait qu'on est arrivé à la fin de ce qu'on appelle en anglais la cheap nature, la nature à bon marché, extraire tout ce qu'on veut, brûler tout ce qu'on veut, et puis la nature se régénérera. Non, on est à la fin de ceci, donc ça coûte plus cher de faire attention, simplement, de faire attention à ce qu'on fait avec notre environnement, et le fait que ça coûte plus cher, de fait, ça va restreindre des ressources, et donc il faut apprendre à faire une certaine partie des choses qu'on a envie de faire et qui sont légitimes et qui sont nécessaires de faire, mais avec des restrictions, avec un tout petit peu de se restreindre la ceinture, de façon quand même à compenser les inégalités. Là, il est évident qu'on ne peut pas parler de questions écologiques sans parler de questions d'inégalité sociale, les deux vont absolument ensemble. Mais il y a un troisième faire avec, qui moi m'intéressait peut-être davantage, qui est ce que j'appelle dans le livre faire avec les impatiences, à savoir que ce soit les populations racisées qui en ont marre de se faire, qui en ont légitimement marre de se faire simplement contrôler l'identité ou un peu harceler par la police, voire des fois tuer, mais c'est quand même des cas exceptionnels, mais inacceptables. Que ce soit des trans qui, dont il ou elles sentent toujours que oui, la loi change, mais en même temps, il reste toute une série de choses auxquelles on ne veut pas trop penser, qui rendent leur vie plus ou moins impossible et qui sont impatientes d'avancer plus vite ou de transformer les sociétés. Donc du côté de ce qu'on appelle les mineurs, qui ne sont pas forcément une minorité au sens où il y a peu de monde, mais qui sont plutôt des positions qui se définissent par une sorte d'exclusion de normes, de standards, d'étalons, être blanc, être riche, habiter en ville, etc., avoir des diplômes, etc., etc. Donc toutes ces revendications mineures, il me semble qu'elles ont de bonnes raisons d'être impatientes. Alors d'abord parce qu'elles défendent quelque chose qui est important, mais aussi leur impatience, elle devrait être la nôtre. Dans la transformation du système écocidaire et extractiviste dans lequel on vit, il faudrait qu'on soit beaucoup plus impatient qu'on ne l'est. Et donc, faire avec ces impatiences, même si elles sont un petit peu agaçantes, parce que oui, les grèves, c'est pas sympa, ça empêche de faire ce qu'on veut. Oui, de faire un mouvement dans un musée, voilà, ça dérange un peu les choses, etc. Mais il me semble, justement, ce qu'on appelle d'habitude wokisme, qui est vraiment une construction de la droite sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe, mais où la cancel culture, où toutes ces activités culturelles dans les guerres culturelles qui sont justement des réactions qu'on identifie à la gauche, beaucoup de mes amis trouvent que ces jeunes gens sont un petit peu trop rigides ou un petit peu trop susceptibles ou un petit peu trop, voilà, qu'on ne peut pas rigoler avec eux ou avec elles. Et moi, j'ai au contraire envie de dire, faisons avec leur impatience, parce que ces impatiences, elles sont porteuses de transformations qui doivent être radicales, qui ne sont pas toujours agréables, qui doivent remettre en question toute une série de choses dont on a pris le confort et sur lesquelles on continue à rouler, alors qu'en fait, elles sont insoutenables. Donc faire avec moins, faire avec, alors peut-être on peut dire encore un mot, faire avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que la deuxième partie du livre s'appelle « Coalition ». Et là, c'est toute la catégorie de l'ennemi qui me semble être problématique. À savoir, à la fois, un discours sur la politique nous dit qu'on a besoin d'ennemis, que qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est de trouver un ennemi commun, et qu'on va faire bloc, ou on va faire front
en trouvant un ennemi commun et en l'éliminant voilà, de différentes façons pour arriver au pouvoir. Et c'est quand même comme ça qu'a longtemps fonctionné la politique. Je crois que, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça qu'elle fonctionne encore, et je n'ai pas du tout la prétention de dire que ça, on va l'oublier. Ce que j'essaie de souligner, c'est que dans cette conception de la politique, en identifiant un ennemi à éradiquer, il y a au moins autant de mal que de bien. Et que pour moi, le modèle de ceci, c'est ce que Mao avait fait, non pas tellement en termes d'oppression, de totalitarisme politique, mais par rapport à ses ennemis du peuple et à ses ennemis de la paysannerie, qu'étaient par exemple les rats, ou les insectes, ou les oiseaux. Et donc il y a eu des grandes campagnes d'extermination des nuisibles, parce que le Parti communiste chinois avait remarqué que les oiseaux, ils mangeaient les graines quand on plante les graines. Et ils ont raison. Si moi je suis paysan et que je plante mes graines et que les oiseaux viennent me bouffer toutes mes graines, je ne suis pas content, et les oiseaux c'est mes ennemis. Donc ils éliminent ils essayent d'éliminer tous les oiseaux. Quand ils ont éliminé tous les oiseaux, ils s'aperçoivent qu'il y a plein d'insectes qui étaient bouffés par les oiseaux qui prolifèrent. Etc., etc. Et donc cette politique de décréter des ennemis, de les décréter nuisibles et de partir du principe qu'on va les éliminer, là c'est dans le domaine de la biologie ou de la cohabitation entre espèces, mais il me semble que ce qui s'est passé avec ces campagnes complètement catastrophiques, créatrices de catastrophes en Chine, finalement, ça reste un modèle de la politique où on essaye d'éliminer ou de faire comme si les autres pouvaient être écartés, parce qu'on gagne, parce qu'on a une victoire, comme une victoire militaire. Or, de nouveau, heureusement ou malheureusement, les guerres et les victoires militaires, c'est jamais ou très rarement l'extermination des autres. Finalement, il faut faire avec, au sens, il faut s'asseoir et puis négocier quelque chose.